7 avril 1994, aéroport de Memphis. Vario positif. Le train, s'il te plaît. L'équipage d'un DC-10 cargo de FedEx s'envole pour San José, en Californie. Les trois hommes ignorent qu'ils vont dans quelques minutes affronter une menace mortelle. Ah, merde! Totalement imprévue dans les manuels et les procédures. Contrôle, urgence! Voici l'histoire du vol FedEx 705. Le quartier général de la société américaine Federal Express est installé à Memphis, dans le Tennessee. Cette société, spécialisée dans le transport de courrier et de colis, dessert 171 pays. Chaque jour, une flotte de plus de 150 avions transporte 2 millions de colis dans le monde. Le 7 avril 1994, le vol 705 à destination de San José s'annonce sous les meilleurs auspices. Le vol pour San José a-t-il déjà un passager siège service? Aucun? Ok. À quelle heure faut-il se présenter? Auburn Calloway est un mécanicien navigant. Mais aujourd'hui, c'est en tant que passager qu'il désire embarquer à bord du vol 705. Les salariés de la société peuvent voyager gratuitement à bord des avions cargo. Pourtant, lorsque 3 heures plus tard, Andy Peterson, le mécanicien navigant du vol 705, monte à bord du DC-10, Andy Peterson. il est surpris de trouver à bord un autre mécanicien navigant en uniforme. J'ai d'abord pensé que, bien qu'à cause du planning, quelqu'un d'autre avait été mis sur le vol et qu'on se retrouvait maintenant avec 2 mécaniciens navigants. Alors je l'ai salué et je lui ai demandé s'il voyageait jusqu'à San José avec nous. Il a acquiescé et a précisé qu'il ne serait qu'un passager. Andy Peterson s'installe et entame ses vérifications avant la mise en route. Tout va bien, sauf un fusible qui est déconnecté, celui d'une des 2 boîtes noires, le CVR. Le CVR, Cockpit Voice Recorder, ça veut dire c'est l'enregistreur de conversation. C'est l'un des 2 magnétos qu'il y a à bord de l'avion. L'un, enregistreur de vol pour tous les paramètres, et l'autre, enregistreur de conversation, un magnétophone avec une bande continue de 30 minutes. C'est ici. Là, on a un micro, et ici, on a l'indicateur pour pouvoir le tester avant de décoller. On ne peut pas l'effacer en vol, on ne peut l'effacer qu'une fois au sol, que le frein de parc est tiré et les moteurs arrêtés. Andy Peterson réenclenche le fusible. Les boîtes noires sont les principales sources d'informations pour les enquêteurs après un accident et leur bon fonctionnement est obligatoire. Mais le mécanicien navigant est troublé. Il n'a jamais vu cela auparavant. Le fusible de l'enregistreur de vol avait sauté et coupé l'alimentation électrique de la boîte noire. Je n'avais jamais vu ça. Je me souviens avoir pensé que c'était plutôt bizarre. À leur tour, le commandant de bord, David Sanders, 49 ans, et le copilote, Jim Tucker, 42 ans, montent à bord du DC-10. Jim Tucker, Auburn Calloway, ça vous ennuie si je viens avec vous en Californie? Non, pas du tout. Il ne devrait pas y avoir de problème aujourd'hui. Ça s'annonce bien. Vous jouez de la guitare? Oui, j'en joue. Calloway avait l'air calme. Rien ne clochait à ce moment-là. Sauf peut-être cet étui à guitare posé un peu plus loin sur la droite. J'étais pressé d'aller dans le poste pour commencer la visite pré-vol. Nous avions tant de choses à faire. Mais les pilotes ignorent une chose. En fait, c'est l'équipage de Calloway qui, initialement, devait assurer ce vol. Seulement la veille, en revenant à Memphis, ils avaient pris du retard et avaient dépassé les limites horaires légales. Du coup, le planning avait mis tout le monde au repos et changé l'équipage du vol 705. Je pense qu'il va pouvoir voler. Il ne manque aucun boulon, aucune vis. Lorsque je suis revenu dans le poste, j'ai remarqué que le fusible avait à nouveau sauté. Je l'ai remis et j'ai décidé de regarder s'il restait bien en place, pour éviter de devoir appeler la maintenance. Je voulais être certain qu'il ne sauterait pas une nouvelle fois, parce qu'alors on aurait dû annuler notre départ. Pour le reste, tout va bien à bord. La machine est en état de vol. Tu veux prendre les commandes pour l'aller ou tu préfères le retour? Qui sait quand une nouvelle occasion se présentera? J'ai rencontré Jim Tucker cet après-midi-là. Cela faisait 10 ans qu'il travaillait pour la compagnie. Il était instructeur sur DC-10. Quant à Andy Peterson, j'avais volé une fois avec lui sur un vol pour Paris. Comme cela arrive fréquemment, l'équipage vole donc ensemble pour la première fois. Les 2 pilotes sont tous les 2 des anciens de l'aéronavale. Jim Tucker, le copilote, est un ancien pilote de chasse, tout comme le commandant Sanders, chez FedEx depuis 20 ans.
Mais aucun des 3 membres d'équipage ne connaît le passager du jour, leur collègue Auburn Calloway. Express 705 autorisé au décollage, piste 27. Express 705 autorisé au décollage. Phare si vous les voulez. Je veux dire, montre de bord si vous les voulez. Les phares sont allumés. Un instant, je règle le compensateur. Ça va la checklist? C'est parfait, checklist décollage terminé. C'est ton avion. J'ai les commandes, allons-y avant qu'il ne change d'avis. Puissance affichée. « 89. C'est bon. D1, rotation. Vario positif. Le train, s'il te plaît. À l'heure prévue, le vol 705 décolle de Memphis pour une rotation complète sur San José, en Californie. Au total, si tout va bien, une bonne dizaine d'heures de vol. Mais Auburn Calloway, lui, a un autre plan de vol, moins technique et plus machiavélique. L'homme est intellectuellement brillant. Et le changement de planning de dernière minute ne l'a pas découragé. À défaut d'être dans le cockpit comme prévu, il se contente pour l'instant d'être un simple passager. Un passager avec un étrange étui à guitare. Ce fut d'ailleurs le matin même sa deuxième contrariété. Initialement, il avait prévu de prendre son habituel bagage de cabine. Mais celui-ci n'était pas revenu à temps de réparation et il s'était rabattu sur son étui à guitare. Un bagage peu discret, mais en tant que personnel navigant de la compagnie, il savait que personne n'irait le contrôler. Voilà un homme qui avait réussi dans la vie comme très peu d'Afro-Américains y parviennent. En 1974, Auburn Calloway sort diplômé de la brillante université de Stanford. Il devient pilote dans l'aéronaval, puis dans une compagnie privée. Seulement depuis 5 ans chez FedEx, il doit se contenter d'un poste de mécanicien navigant. Calloway était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Il avait réussi et son avenir professionnel était des plus prometteurs. Il était marié, il avait une famille et des enfants. Bref, c'était l'image même du rêve américain, du rêve de la famille américaine. Ce matin-là, en quittant sa chambre d'hôtel, Auburn Calloway laisse sur le lit 2 documents. Ce n'est pas un oubli, ce sont ses dernières volontés. Le vol FedEx 705 poursuit sa montée. Il passe les 19 000 pieds, environ 5 800 mètres. Jim Tucker profite du beau temps et se fait plaisir, il pilote manuellement l'avion. À cet instant, personne ne se doute que pour Auburn Calloway, il est l'heure de passer à l'action. Altimètre. 2-9 et 2-0. Checklist décollage terminé. Discrètement, Auburn Calloway récupère son bagage. Mais les instruments de l'étui à guitare ne sont guère musicaux. Des marteaux et un fusil de chasse sous-marine. Calloway est un sportif. C'est un ancien militaire et il est spécialiste en arts martiaux. Il sait être un combattant redoutable. À l'origine, Calloway avait prévu de maîtriser les pilotes de son équipage, donc 2 autres personnes, dont l'une d'ailleurs était une femme de petite taille, alors que là, il avait face à lui 3 hommes plutôt costauds. Non, j'habite à Fisherville. Fisherville? Bel endroit. J'avais laissé la porte du cockpit ouverte. Je me suis rendu compte que Calloway pénétrait à l'intérieur. Je le voyais du coin de l'œil. Enfin, je ne voyais que son bras. Je me suis dit, tiens, il vient s'asseoir avec nous pour discuter.
La douleur était tellement insupportable que je ne voyais plus rien. Je n'ai jamais perdu conscience de toute ma vie. Mais ce jour-là, pendant au moins 45 secondes, je suis tombé dans les pommes. Un coup sur la tête provoque ce que l'on appelle une commotion qui, en gros, ébranle le cerveau. Le choc est tel que les connexions électriques sont momentanément coupées. Le résultat peut être un simple étourdissement, mais cela peut aller jusqu'à une perte de conscience irréparable. Là, l'homme était conscient de ce qui se passait autour de lui, mais certains gestes lui étaient impossibles. J'étais penché en arrière, comme ça. Et je me souviens de lui passant au-dessus de moi et me regardant droit dans les yeux. Il a dû se dire en me voyant, « Bon, même si les lumières sont encore allumées, il n'y a plus personne à l'intérieur. Ce type est hors d'état de nuire. Je passe au suivant. » L'équipage pris par totale surprise et sous le choc. Mon Dieu! Dieu tout-puissant! Tout ce que j'ai vu, c'est son visage et ses yeux. Et puis, un objet qui s'abattait sur moi. Je n'ai ressenti aucune émotion, aucune haine, aucune colère. J'ai juste compris qu'il y avait une menace dont j'ignorais la réelle nature. Parce que c'est totalement incongru de voir un membre d'équipage en uniforme attaquer d'autres pilotes. C'est, je crois, une vraie première dans l'histoire de l'aviation. Le mécanicien et le copilote sont sévèrement blessés, mais toujours vivants. Lève-toi. Attrape-le, mes cheveux. Attrape-le, mon sang. Calloway ressort quelques instants du poste pour aller chercher le fusil sous-marin. Quelques secondes de répit qui encouragent l'équipage à réagir. Assez! Assez! Retournez à vos sièges! Cette arme est réelle! Je vais vous tuer! J'avais l'oreille qui bourdonnait et j'étais un peu sonné. Mais quand j'ai vu le fusil à harpon, je me suis dit, la seule chose que je puisse faire, c'est essayer de l'attraper. Et c'est ce que j'ai fait. Le harpon dépassait de quelques centimètres du fusil. J'ai donc agrippé la partie sous la pointe et je m'y suis accroché de toutes mes forces. Le copilote décide lui aussi de surprendre l'agresseur. Il tire brutalement sur le manche et met l'avion en montée sur une pente de 15 degrés. Conséquence, les trois hommes qui sont debout sont déséquilibrés et basculent vers le fond de la cabine. Lâche ça! À cet instant-là, j'ai compris que je tenais entre mes mains l'arme sans doute la plus efficace, à savoir l'avion lui-même. Le copilote, Jim Tucker, est non seulement un ancien pilote de l'aéronavale, mais aussi un ancien instructeur de combat sur chasseur A4. J'ai envisagé la situation dans son ensemble, comme s'il s'agissait d'une manœuvre dans un combat aérien. Vous savez, dans l'aéronavale, la première chose que l'on vous apprend, c'est d'attaquer l'ennemi. En l'attaquant, vous le forcez à devenir prévisible. Et une fois que l'on peut prévoir ses réactions, vous vous en servez pour le mettre hors d'état de nuire. L'ancien pilote de chasse sait ce qu'il peut demander à son avion. Pour empêcher Calloway de revenir dans le poste, il entame une série de tonneaux impressionnants. Un avion de ligne, c'est avant tout un avion, donc ça pourrait faire de la voltige. D'ailleurs, il y a des avions aux essais, un 747, un DC-10, on les a vus faire des décrochages, des tonneaux. Il faut le faire à faible dose, mais c'est tout. Donc on peut l'amener dans des positions qui soient pas trop contraignantes, mais qui sont suffisantes pour déstabiliser quelqu'un qui est debout derrière et qui ne serait pas attaché. J'ai compris que je devais faire quelque chose d'extrêmement brutal, quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Derrière, la bataille fait rage. Et même à 2 contre 1, le commandant et le mécanicien n'arrivent pas à prendre le dessus. Donne-moi ce marteau! Donne-moi ce marteau! Calloway se bat avec l'énergie du désespoir et commence à les épuiser. Le copilote, lui, fait ce qu'il peut et tente d'assurer ses figures périlleuses avec un avion qui n'est pas véritablement conçu pour la voltige. Attrape-le, Andy. Je tire l'avion. Pour amener l'avion presque sur le dos, j'ai d'abord entamé une chandelle, presque à la verticale. Je ne pouvais voler complètement sur le dos. Dans un avion de ligne, il n'y a pas de verrière au plafond permettant de voir l'extérieur. Donc sur le dos, vous perdez une bonne partie de vos références visuelles.
Je me suis contenté d'amener l'avion à 140 degrés, une inclinaison qui me permettait de facilement garder en vue la ligne d'horizon. Mine de rien, c'est un exploit en matière de pilotage. Le DC-10 est certifié pour une inclinaison maximale de 60 degrés, très loin des 140 degrés affichés. La lutte se poursuit sur le plafond de la petite cabine. Et Calloway est vraiment en train de prendre l'avantage. Comprenant que la situation est en train de mal tourner, le copilote décide de tenter une nouvelle manœuvre et engage l'appareil dans un véritable piqué. Les trois hommes sont plaqués par la gravité sur la paroi du fond de la cabine. Mais dans cette position, la vitesse augmente très vite et rapidement dépasse la vitesse maximale du DC-10, environ 800 km/h. Un avion est calculé pour une vitesse maximum d'utilisation. On appelle ça la VNE, Never Exceed Speed. Ça veut dire qu'au-delà de cette vitesse, on ne garantit plus l'intégralité de l'avion. On peut avoir les ailes qui se détachent. Ce qui s'est passé, c'est que le pilote, il part en piqué, il est venu en buter sur son instrument, qui est cette aiguille assurée. Et puis de là, on ne sait pas à quelle vitesse il a été. Le pilote, probablement, ce jour-là, a battu le record du monde de vitesse sur DC-10. Largement au-dessus des 800 km/h, Jim Tucker ne connaîtra jamais sa vitesse réelle, car il est également au-dessus de la capacité de mesure de ses instruments. L'aiguille de l'anémomètre était embutée. Elle avait dépassé la ligne rouge et blanche. En théorie, on ne pouvait pas aller vite. En fait, l'avion continuait d'accélérer. On a commencé à entendre des sons inhabituels dans un avion de ligne, comme par exemple le bruit assourdissant du vent de plus en plus violent frappant le pare-brise. Le DC-10 frôle maintenant le mur du son. À une telle vitesse, la force exercée par l'air sur la structure devient énorme. La gouverne de profondeur commence à vibrer. L'avion est à la limite de la perte de contrôle. Si je n'avais pas tiré à ce moment-là sur le manche, l'avion se serait probablement désintégré, parce que j'entrais dans un phénomène appelé engagement en piqué. Lorsque l'avion plonge, la vitesse augmente énormément. L'air s'écoule de plus en plus vite sur la surface des ailes, et l'appareil n'a pas été conçu pour supporter de telles forces. Mais une nouvelle difficulté apparaît. Brutalement, Jim Tucker s'aperçoit que les manettes des gaz sont restées en position de montée, et donc à pleine puissance. Or, il faut absolument les réduire. Seulement, le coup reçu à la tête est en train de paralyser toute la partie droite de son corps. Seule sa main gauche est encore valide et il va devoir lâcher le manche quelques secondes pour réduire les gaz. Une opération délicate dans une phase de vol aussi critique. Malheureusement, malgré tous ses efforts, à l'arrière, c'est toujours Calloway qui a le dessus. Lorsque Calloway m'a frappé pour la troisième fois sur le dessus de la tête, j'ai presque perdu connaissance. J'ai commencé à m'évanouir au moment même où j'ai réalisé que nous allions peut-être tous mourir. Jim Tucker tire avec précaution sur le manche pour sortir l'avion du piqué. Les vibrations sur les gouvernes sont de plus en plus fortes. Des pièces commencent à lâcher, mais pour l'instant, rien de vital. La machine est solide et elle tient le coup. Et le pilote est un expert. Et sa stratégie va finir par payer. À l'occasion de cette brutale ressource, le commandant et le mécanicien navigant réussissent enfin à immobiliser leur agresseur. Lorsque la force de gravité a commencé à s'atténuer, lors du redressement de l'avion, j'ai vu le marteau que tenait Calloway. J'ai saisi l'arme des deux mains et je la lui ai arrachée. Pour la première fois, le commandant pense avoir repris le contrôle de la situation. L'avion est revenu dans une position normale. Il s'est écoulé moins de 2 minutes depuis le début de l'attaque. Le copilote décide de lancer un appel de détresse à la radio.
Contrôle, je suis en détresse, je suis en détresse. Au sol, l'appel est reçu par le contrôleur Kent Flashman. Contrôle, je suis en détresse. Avion en détresse, à vous. Avion en détresse, répétez. Je suis en détresse. Avion en détresse, répétez. Contrôle. Express 705, je suis blessé. Il y a une Tentative de détournement à bord. Donnez-moi un cap, s'il vous plaît. Retour sur Memphis. Express 705, cap 095, direct Memphis, ok? 095. direct Memphis. Préparez une ambulance. Et alertez l'aéroport. C'est Memphis, vous êtes toujours avec moi? Affirmatif, 705, descendez et maintenez 10 000. Le contrôleur suppose que le pirate de l'air est armé et fait descendre l'avion à 10 000 pieds, environ 3 000 mètres. Si un coup de feu est tiré et qu'une balle transperce le fuselage, à cette altitude, elle n'entraînera pas de décompression explosive. Mais en l'air, la situation se dégrade une nouvelle fois. Le copilote entend de nouveau les hommes lutter à l'arrière. Il comprend que la partie est encore très loin d'être gagnée. Lâche le harpon! Je te dis de lâcher! Dites, n'arrêtez pas de me parler. Ok. Express 705, affirmatif. Si vous avez besoin d'une ambulance, on s'en occupe. Ah oui, on a besoin d'une ambulance. Et d'une intervention armée. Alertez l'équipe d'intervention. Il veut une intervention armée. Demander une intervention armée est la requête la plus sérieuse que puisse faire un équipage à un contrôleur. En gros, cela revient à demander dès l'atterrissage un assaut des forces armées. Le contrôle régional prévient la tour de Memphis. Nous avons une urgence, Express 705. C'est une tentative de détournement. Une tentative de détournement? Ok. Contact radar, passe-le sur 119.1. Le contrôleur en charge de l'approche à Memphis s'appelle Paul Condolino. À 44 ans, ce n'est pas vraiment un débutant. Rapidement, il identifie au radar le vol 705. Mais il est étonné car l'avion est en train de s'éloigner de l'aéroport. Évidemment, il lui est difficile d'imaginer la situation à bord. Après l'accalmie, la bagarre a repris de plus belle. Et le copilote essaie toujours de déséquilibrer l'agresseur avec des figures de voltige. Mais du coup, il a totalement perdu son cap. Lui-même ne sait plus très bien où il est. Et en plus, ignore ce qui se passe juste derrière lui. J'étais seul dans le poste de pilotage. Il continuait à se battre à l'arrière et je ne savais pas qui gagnait, qui perdait. C'est la seule fois où j'ai vraiment eu le temps d'avoir peur. À cet instant, la situation était terrifiante. Penser que peut-être Calloway était en train d'avoir le dessus. Le deuxième assaut de Calloway est sur le point d'échouer. Il est blessé et presque immobilisé. Reste qu'il est toujours dangereux, car il n'a pas encore lâché le fusil de chasse sous-marine. Soudain, la colère est montée en moi. Et lorsque je l'ai frappé, c'était avec l'intention de le blesser, de lui ôter toute capacité à combattre. Je ne voulais pas le tuer, mais le blesser suffisamment pour qu'il ne puisse plus combattre. Alors je lui ai balancé le marteau vraiment de toutes mes forces. Le coup porte, et cette fois l'homme est sonné. Branche le pilote automatique, il vient ici! Le commandant hurle pour réclamer de l'aide au copilote. Mais pour l'instant, Jim Tucker est plutôt occupé. 705, contactez l'approche Memphis sur 119.1. Ils savent que c'est urgent. Demandons approche sur fréquence unique. Une approche sur fréquence unique reçue. Transmettons à 119.1. Mais pilote automatique! Dépêche-toi, tiens, mets-toi ici! Comprenez bien que c'est probablement la demande la plus étrange qu'on ne m'ait jamais faite. Rendez-vous compte, j'étais tout seul dans le poste. Et puis pour moi, quitter les commandes et aller les aider à l'arrière signifiait tout d'abord me lever de mon siège. Et ça, je me suis rapidement rendu compte, c'était particulièrement difficile. Malgré une fracture au crâne et une partie droite de son corps paralysée, Jim Tucker enclenche le pilotage automatique et tente de se lever. Mais les paramètres de vol de l'avion ne sont pas assez stables pour permettre au pilotage automatique de prendre le relais. À cet instant donc, plus personne ne pilote l'appareil. 705, vous me recevez? Le contrôleur de l'approche essaie d'établir un contact radio avec le vol 705, mais évidemment n'obtient aucune réponse.
Le radar indique que l'avion vire vers le nord, puis vers l'ouest, enfin vers le sud-ouest, s'éloignant de l'aéroport. Le silence radio est pesant. Personne ne sait ce qui se passe à bord. Quand je suis arrivé à l'arrière, c'était un spectacle hallucinant. Tous les trois étaient couverts de sang. Auburn Calloway était sur le dos. Il y avait des papiers partout. Les fauteuils, qui ressemblent à ceux d'une compagnie aérienne commerciale normale, eh bien leur tissu était complètement déchiré. Il y avait des taches de sang sur le plafond. Des manteaux étaient tombés des placards. C'était un vrai carnage. Le commandant, qui a enfin réussi à s'emparer du fusil sous-marin, le tend à son copilote. Tu bouges, têtu. Si tu peux le contenir, je vais poser l'avion. Ok, monte et prends les commandes. Et le commandant, moins grièvement blessé que Jim Tucker, décide de reprendre les commandes pour poser l'avion à Memphis. Il retourne dans le poste en prenant soin d'emmener avec lui les marteaux et le fusil sous-marin. Dans une situation d'urgence, l'appareil en théorie doit être piloté par le commandant de bord. J'étais un peu sonné par la lutte et bien sûr je n'avais aucune idée de notre cap et de notre position. Je ne savais pas non plus dans quel état était l'avion, mais visiblement il semblait tenir le coup. Le sang coulait à flot de ma tête, dans mes yeux. Je ne voyais plus rien de l'œil gauche. Je pensais que la lutte était terminée. J'avais frappé aussi fort que je pouvais Calloway à la tête 4 fois avec un gros marteau. Il semblait gravement blessé, il saignait abondamment et il avait cessé de se débattre. Le copilote, lui aussi, est grièvement blessé. Il n'a plus de sensation au niveau des mains. Le caillot de sang provoqué par le traumatisme crânien est en train de paralyser son activité cérébrale. Laissez-moi me lever! Laissez-moi me lever! Je me battrai plus! J'arrive plus à respirer! Auburn Calloway est maîtrisé mais toujours très agité. Même à deux, Jim Tucker et Andy Peterson ont du mal à le contenir. D'autant que leur propre force décline de minute en minute. Pour le commandant, il est urgent d'atterrir. Memphis, vous me recevez? Vous êtes Express 705? Le 705, exact. Express 705 reçu à Memphis, je vous entends. Vous pouvez procéder directement sur Memphis si vous êtes en état, piste 09. Altimètre 30.29. Vous avez compris que nous sommes en détresse. Besoin de la sécurité à l'arrivée de l'avion, dès notre arrêt sur la piste. Dans la bagarre, le commandant a perdu ses lunettes. Et le sang qui lui coule dans les yeux le gêne considérablement. Il n'a pas vérifié son cap et en fait s'éloigne toujours de Memphis à près de 600 km/h en direction du sud-ouest. Reçu. Express 705, la situation est sous contrôle ou toujours en cours? Il semble qu'elle soit sous contrôle. Le contrôleur a un doute. Et si l'équipage était encore menacé et cherchait à tromper le pirate de l'air avec un cap erroné? Ce pourrait être une ruse. Express 705, pouvez-vous virer en direction de l'aéroport? Oui, donnez-moi un vecteur. Vecteur 100 Memphis. C'est le commandant qui a demandé un cap, donc cette fois le doute est levé. Nous virons en direction de l'aéroport. Pour l'instant, la situation à bord du DC-10 semble à peu près stabilisée. Le forcené est maîtrisé et l'avion en état de vol. Au sol, à Memphis, les équipes de secours se mettent en place. À cet instant, les secouristes savent peu de choses. Un DC-10 de FedEx est sur le point d'atterrir après avoir subi une tentative de détournement et tous les membres d'équipage sont blessés. Chez les pompiers, David Teague fut l'un des tout premiers prévenus. J'ai entendu l'appel du contrôle aérien dans les haut-parleurs de la caserne. Moi, j'étais nouveau dans la brigade, alors je n'ai pas bien compris ce qui était dit, mais j'ai réussi à discerner des mots comme « pirate de l'air ». L'appel parlait aussi de détournement d'avion. On nous a tout de suite envoyés sur la piste où devait atterrir l'appareil. Le DC-10 vole maintenant vers l'aéroport de Memphis. Mais il va devoir affronter un nouveau danger. Il a décollé quelques minutes plus tôt avec 38 tonnes de carburant et n'a pas eu le temps de les vidanger. Résultat, pour un atterrissage, il affiche une surcharge de 16 tonnes. Se poser en surcharge, ça peut être dangereux.
Pourquoi? Parce que si on se pose durement, eh ben c'est le train qui casse. Si on se pose doucement, on est quand même à une vitesse excessive, parce que si on est lourd, il faut aller plus vite. Si on va plus vite, il faut une distance plus grande. Et si on n'a pas suffisamment de pistes pour s'arrêter, c'est la sortie de piste assurée, et là c'est très dangereux. Seule solution donc, purger les réservoirs. Mais les télécommandes se trouvent à l'arrière, sur le panneau du mécanicien. Il faut vous lever et aller au poste mécanicien où se trouve le panneau de gestion de carburant. Il est donc virtuellement impossible pour le commandant de faire cette opération tout en pilotant l'appareil. À l'arrière, Calloway n'a pas encore dit son dernier mot et jette toute son énergie dans une ultime tentative. Malgré le poids du copilote et du mécanicien qui sont littéralement couchés sur lui, il réussit à se traîner jusqu'à un fauteuil en espérant pouvoir s'en servir pour se redresser et reprendre davantage. Il essayait de m'enfoncer ses pouces dans les yeux. Il faisait son possible pour nous désolidariser, Andy et moi. Parce que nous, à deux, on pouvait le maîtriser. Mais dans un combat seul à seul, sûr, il nous battait. C'était donc une lutte contre la montre. Plus le temps passait, plus il reprenait des forces et plus nous en perdions. Si jamais il retournait dans le cockpit, c'était fini pour nous. Il fallait absolument le retenir par n'importe quel moyen et l'empêcher de retourner dans le poste de pilotage. À l'approche des 7000 pieds, la lutte à l'arrière a repris de plus belle. C'était tellement violent, tellement bruyant, comme lorsque j'étais avec eux à me battre, que j'ai décidé de stabiliser l'appareil à 7000 pieds, de brancher le pilote automatique et d'aller les retrouver et de tuer Calloway. La situation devenait tellement grave que je me suis dit que c'était la seule solution. Le DC-10 est maintenant à moins de 40 km de l'aéroport de Memphis. Il est sous contrôle? Au moment où j'ai débouclé ma ceinture pour me lever de mon siège et me rendre à l'arrière de l'avion, Jim Tucker m'a dit « David, je crois qu'on l'a maîtrisé maintenant. » Je lui ai dit « Tu es sûr ?» C'est bon. Il m'a dit « Je crois qu'on l'a maîtrisé. » Je suis retourné sur le siège gauche et j'ai poursuivi notre descente vers l'aéroport. Express 705. Confirmez que la situation est sous contrôle. Eh bien, elle est à peu près sous contrôle. Express 705 autorisé à Atterrissage, approche visuelle, piste 09. Le commandant doit maintenant revenir à son pilotage. Cette nouvelle alerte lui a fait perdre un temps précieux. La piste se rapproche, il est en surcharge à une vitesse élevée et encore à plus de 7000 pieds, environ 2300 mètres d'altitude. Lorsque le commandant de bord revient dans son cockpit, il est sur pilote automatique, il le débraye, il entame sa descente, mais c'est déjà trop tard, il est trop haut, trop vite, trop près. Donc le compromis à trouver, c'est quoi? C'est se poser en surcharge, ce qui est déjà pas facile, mais en plus, c'est faire un compromis entre la descente et la vitesse excessive et se poser quand même en sécurité. Il pourrait très bien faire un tour, un 360 degrés, mais c'est 2 minutes de plus et il pouvait peut-être pas se le permettre. C'est une situation qui est peut-être pas facile à gérer, une affaire de compromis en quelque sorte. Je me dirige vers la 36 gauche. Pour rallonger son approche, le commandant décide de changer de piste et demande la piste 36 gauche plus longue. Mais l'approche est plus difficile, car à basse altitude et dans un espace restreint. L'avion va devoir faire des virages très serrés, à très forte inclinaison. Facile avec un avion de tourisme, plus compliqué avec un DC-10. L'appareil va d'abord devoir virer 90 degrés sur la droite, puis faire un demi-tour complet pour se retrouver aligné sur la piste. Ok. Express 705, piste 36 gauche, autorisation pour approche visuelle, autorisation d'atterrir. Le vent est du 050 pour 8 nœuds. Le commandant ignore volontairement les alarmes déclenchées par les virages à très grande inclinaison. S'il veut maîtriser sa trajectoire, il n'a pas d'autre solution. Soudain, l'avion s'est penché sur le côté. On aurait dit un avion de chasse qui faisait un virage serré. Ensuite, il était tellement bas qu'on l'a perdu de vue. Il a disparu derrière le terminal. Au début, j'ai cru qu'il s'était peut-être écrasé, parce que l'aéroport était en chantier à cette époque. Et il y avait de la fumée qui s'élevait au sud du terminal. C'est là que nous nous sommes dirigés. Mais dans la précipitation, le commandant a oublié de ramasser un des marteaux de Calloway.
Le forcené sait qu'il s'agit là de sa toute dernière chance. L'avion a déjà viré à droite et vole en vent arrière en parallèle avec la piste 36. Dans quelques minutes, il sera au sol. L'avion se trouvait alors probablement à une centaine de mètres au-dessus du sol. Les manettes de gaz étaient au ralenti. Elles étaient dans cette position depuis que j'avais quitté les 7000 pieds. Ce régime moteur est tout à fait inhabituel à l'atterrissage pour un gros porteur. Généralement, on affiche une puissance importante. Là, les moteurs fonctionnaient au ralenti. Je voulais absolument casser la vitesse de l'avion pour ne pas dépasser les limites du train d'atterrissage et des volets et atterrir en dessous de 360 km/h. Même avec le train et les volets sortis, l'appareil conserve une vitesse trop élevée. La piste mesure 2800 mètres, 900 mètres de plus qu'il n'en faut en temps normal à un DC-10 pour s'arrêter. Mais l'avion est non seulement trop rapide, mais en plus, il est en surcharge. Les 2800 mètres risquent d'être courts. À l'arrière, le match est sur le point de s'achever. Andy Peterson, le mécanicien, a réussi à s'emparer du marteau. Frappe-la, Andy, frappe-la! J'étais là à le supplier. Je lui ai dit, Andy, tu sais, tu dois le frapper, il veut notre peau. Je crois que je lui ai répondu d'un regard vide qui signifiait « Qu'es-tu en train de me dire ?» Il m'a regardé très durement, comme un père regarderait son fils. Il m'ordonnait d'agir. Puis il m'a dit « Frappe-le ». Frappe-la! Frappe-la, sinon il va nous tuer! Le DC-10 est maintenant en approche finale pour la piste 36. Sa vitesse est encore de 210 nœuds, presque 390 km/h, 25% trop vite. La piste sera-t-elle suffisamment longue? Les 10 pneus du train vont-ils résister? Finalement, le commandant Sanders arrête sa machine à 300 mètres du bout de la piste. L'avion est intact et les hommes sont sauvés. Enfin, ils le seront lorsque le forcené sera définitivement maîtrisé. Ouvre-leur la porte! Les toboggans de secours sont recouverts d'une poudre qui ressemble à du talc. C'est pour éviter qu'ils ne restent collés au moment de leur déploiement. En revanche, si on veut les escalader, cela rend la chose plus difficile. Des policiers et des pompiers ont essayé de grimper. Le premier à réussir était un pompier. Alors je me suis penché et je l'ai aidé à monter à bord. Où est le pirate? C'est lui, là. Il y avait du sang partout, sur le sol, sur le plafond. Les sièges à l'avant, eux aussi, étaient maculés. Vous avez des menottes? Non. Vous devriez vous en procurer, ce fils de pute est encore dangereux. J'ai besoin d'une paire de menottes, lancez-moi une! Appuyez là, au milieu de la chaîne. Non! Retirez votre pied de là! Vous me faites mal! Maintenant que Calloway est entravé, le pompier examine rapidement Andy Peterson, le mécanicien. Il a perdu beaucoup de sang et son pouls est très faible. Il est évacué d'urgence. Respectant la tradition, le commandant Sanders sera le dernier à quitter le DC-10. Je me suis arrêté à la porte de l'avion. J'ai été envahi par une euphorie que je n'avais jamais connue et que je n'ai jamais plus ressentie. Je prenais conscience de ce qui s'était passé. Nous nous en étions sortis, nous avions gagné. Sitôt descendu, David Sanders est évacué avec le copilote en ambulance vers l'hôpital de Memphis. Le commandant est le moins blessé des trois et s'aperçoit durant le trajet de la gravité des blessures de son copilote évacué sur une civière. Quant à Auburn Calloway, lui aussi va arriver aux mêmes urgences sur un brancard, mais menotté et entouré d'un cordon de policiers.
Reste maintenant à comprendre le mobile de cet homme et de son acharnement contre l'équipage du vol 705. Rapidement, les enquêteurs commencent à reconstituer l'histoire agitée d'Auburn Calloway. Divorcé en 1990, l'homme continue à subvenir aux besoins financiers de son ex-femme et de leurs 2 enfants. Le bien-être de ses enfants lui importait beaucoup. Il ne voulait pas qu'ils aient à vivre une enfance identique à la sienne. Les indices relevés à bord de l'avion prouvent clairement la préméditation. Mais l'opération suicide devient évidente avec la lettre laissée par Calloway à son ex-femme. Cher Pat, je veux que les enfants et toi sachiez que je n'ai vécu que pour vous. Il n'y a pas un jour où je n'ai cessé de penser à votre sécurité matérielle. Même si je n'ai pas réussi à mettre assez d'argent de côté pour que Killa et Burney puissent aller à Stanford. Calloway était obsédé par son bien-être matériel. Et son unique centre d'intérêt était ses enfants. Je pense aussi que son couple avait pour lui une certaine importance. Bon, il est vrai qu'à l'époque, il venait de divorcer, mais de toute façon, j'imagine qu'être marié à un homme pareil ne devait pas être facile. Au matin du 7 avril 1994, Auburn Calloway veut donc mourir. Il a perdu sa femme, il n'a pas réussi à envoyer ses enfants à l'université, il a dû renoncer à ses galons de pilote pour se contenter d'un poste de mécanicien navigant, un poste qu'il risque en plus de perdre le lendemain. Pour avoir fourni de fausses informations sur son compte, il doit en effet comparaître devant la commission de discipline de la compagnie et risque d'être purement et simplement licencié. Lors de notre enquête, nous nous sommes rendus compte qu'il avait surestimé son nombre d'heures de vol. FedEx, l'ayant remarqué, s'intéressait à son cas. À 42 ans, Auburn Calloway a peur du chômage. Plutôt la mort que le déshonneur, il va alors imaginer un plan démentiel. Son objectif était, j'imagine, d'en finir avec la vie, mais surtout de mettre ses enfants à l'abri de tout besoin matériel. Je ne peux plus continuer de vivre. Je suis sur le point de perdre mon boulot, mais il est hors de question de laisser mes enfants dans le besoin. Je ne vaux peut-être plus rien, mais ma vie, elle, a de la valeur. Mais pour cela, je dois être victime d'un accident. L'homme liquide tous ses comptes bancaires et envoie $54 000 à son ex-femme. Elle est aussi bénéficiaire avec ses enfants de son assurance vie pour un montant de $2,5 millions en cas d'accident mortel durant son travail. Je préfère choisir la date, la période, l'endroit et la manière de mourir. J'ai décidé, il y a un certain temps, que la prochaine fois que ma sécurité et mon avenir seraient menacés, le temps serait venu pour moi de partir. Partir en beauté, victime d'un accident et laisser derrière lui une famille aux revenus assurés. Il lui suffit de s'emparer en vol d'un avion de FedEx et de l'écraser pour faire croire à un accident. Mais pour cela, il doit neutraliser l'équipage. Il choisit les armes du crime. Des marteaux et un fusil de chasse sous-marine. Ainsi, lorsque les enquêteurs les retrouveront parmi les débris, ils n'imagineront jamais que ces outils aient pu servir à détourner l'avion et encore moins à l'écraser. Après l'accident, à l'autopsie des corps, il aurait été impossible de voir la différence entre les blessures infligées par les marteaux et les dégâts causés par le crash lui-même. Auburn avait passé sa dernière semaine avant l'accident à se préparer à mourir et à mettre de l'ordre dans ses affaires. Il était même allé récemment chez son notaire pour modifier son testament. Il a laissé son testament sur son lit pour qu'il soit facilement retrouvé. Un détail qui prouve la confusion mentale d'Auburn Calloway. D'un côté, il laisse des preuves accablantes de ses intentions, et de l'autre, il peaufine chaque détail, comme par exemple la boîte noire. Pour faire croire à un accident en arrivant à bord, c'est lui qui déconnecte le fusible du CVR, l'enregistreur de conversation dans le poste de pilotage. Il manque aucune vis, aucun boulon? Je pense qu'il va pouvoir voler. Et si jamais le mécanicien navigant s'en aperçoit et le remet, Calloway a une autre solution. Une fois les 3 hommes tués, il lui suffira de voler 30 minutes avant d'écraser l'avion pour effacer les preuves.
la bande sans fin des enregistreurs s'efface toutes les 30 minutes. Je crois qu'il voulait faire quelque chose de vraiment horrible avec cet avion, comparable à ce que nous avons vu le 11 septembre. Quelques semaines plus tard, Auburn Calloway finira par avouer sa réelle intention. S'il avait réussi à s'emparer du DC-10, il aurait jeté l'avion et ses 38 tonnes de kérosène sur le siège de FedEx. Cette compagnie qui depuis 5 ans le maintenait à un poste de mécanicien navigant. Un poste indigne pour un pilote comme lui. Auburn Calloway voulait tout simplement se venger de FedEx. Et la compagnie n'aurait jamais connu les raisons précises du crash. Après le 11 septembre, notre programme de sécurité a été sérieusement renforcé, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Notre personnel navigant aujourd'hui est le plus contrôlé et le plus surveillé de la planète. Non, pas du tout. Il ne devrait pas y avoir... En 46 ans de carrière dans l'aviation, je ne connais pas d'autre histoire où un membre d'équipage se soit rendu coupable d'un tel acte. La folie des hommes est quelque chose qui est la moins maîtrisable qui soit. Lorsque quelqu'un arrive dans votre cockpit, comme ça m'est arrivé, qui se couche sur les commandes, qui réduit les manettes de gaz, qui essaye de prendre les commandes du copilote, on doit improviser. C'est un peu de bagarre, on essaye de maîtriser l'équipage également, ça devient d'une violence inouïe. Tout ça n'est pas prévu dans les procédures et les checklists. Heureusement aujourd'hui, les portes de cockpit sont verrouillées, ça n'empêche pas l'événement qui pourrait arriver, mais au moins ça le retarde. Le vol FedEx 705 n'a duré que 30 minutes. Mais pour ses acteurs, les conséquences dureront des années. Il a été condamné pour acte de piraterie aérienne, un délit qui entraîne une peine d'emprisonnement à vie, avec un minimum de 20 ans d'isolement. Face au tribunal, Auburn Calloway a plaidé la folie. Mais les jurés, en majorité noire, ne l'ont pas suivi et l'ont reconnu coupable. Le 11 août 1994, il a été condamné à la détention à perpétuité dans une prison fédérale, sans aucun espoir de libération conditionnelle. Les hommes du vol 705 sont de véritables héros. Qu'ils aient réussi à ramener l'appareil malgré toutes les blessures qu'on leur avait infligées, c'est tout bonnement incroyable. Lorsque quelqu'un reçoit un coup de marteau sur le crâne, il est possible qu'une fracture se crée. Si le coup asséné est puissant, il est possible aussi que de nombreux morceaux d'os pénètrent dans la boîte crânienne à l'endroit du choc. Voici une réplique du sommet de mon crâne. C'est grâce à une scanographie que l'on a pu le recréer ainsi. C'était pour voir la forme de mon crâne ainsi que l'importance du trou. C'est là où j'ai été frappé, sur l'os pariétal gauche. Mon crâne est resté comme ça pendant 1 an et demi. Ensuite, ça m'a pris 2 ans et demi pour guérir complètement, parce que j'ai dû réapprendre à marcher, à parler, à mâcher du chewing-gum. J'ai subi 3 opérations très lourdes. Je l'ai opéré 2 fois et je l'ai suivi pendant sa période de rééducation. Ils ont fabriqué une pièce pour venir combler le trou que j'avais dans le crâne. Elle a exactement la même taille et la même épaisseur. C'est un substitut d'os synthétique appelé HTR, qui veut dire Hard Tissue Replacement. Il avait du mal à parler, il éprouvait des difficultés sur toute la partie droite de son corps, que ce soit dans ses sensations ou au niveau vélocité des membres. Mais maintenant, s'il le souhaitait, il pourrait me briser les doigts rien qu'en me serrant la main. Le 26 mai 1994, l'équipage du vol FedEx 705 a reçu la médaille d'or de l'Association des pilotes pour récompenser son héroïsme. C'est la plus haute distinction que puissent recevoir des pilotes civils. Pourtant, à cause des séquelles de leurs blessures, aucun des 3 hommes ne put se réinstaller aux commandes d'un avion de ligne. Je n'ai pas arrêté de me dire que j'allais reprendre les commandes, que j'allais me battre, que j'allais surmonter cet accident. Jusqu'à ce qu'ils découvrent que j'avais un petit problème de malaise. Bon là, je n'en fais plus, mais c'est parce que je prends des médicaments. Et le seul moyen pour pouvoir revoler sans avoir quelqu'un à côté de moi serait d'arrêter de prendre ces médicaments. Mais à l'heure actuelle, on m'a affirmé que c'était impossible. Je vais devoir les prendre jusqu'à la fin de ma vie. Piloter me manque. Chaque fois que je vois un avion passer au-dessus de moi, je me demande où il va. Alors tout ça me manque. Mais vous savez, j'apprécie le fait d'être toujours en vie et de pouvoir être avec ma famille.
Vous savez, ce lien entre pilotes, ce que l'on fait tous ensemble dans un appareil et en dehors de l'appareil, tout ça me manque. Ça me manque terriblement.